Le futur s'en souviendra. Quelle Oui. jolie phrase. Oui, J'adore cette phrase. c'est vrai. Là, oui, vraiment, le futur s'en souviendra. Découvrons le portrait de Jessica et merci d'être avec nous. Bonjour Jessica. Bonjour, Matt, Le bonjour. plat pays bien représenté par Jessica, la Belgique. Oui. Merci d'être là et d'avoir fait le déplacement. On va parler évidemment de votre parcours de vie, de votre expertise, bien sûr. On va parler d'hypnose, hypnose régressive assistée. Assistée. Et vous allez nous expliquer le pourquoi du comment de cet intitulé. Mais vous êtes tombée dans l'hypnose depuis toute petite. Oui, un petit peu. Un petit peu, Via mon dans la papa. marmite. Oui, effectivement. Parce que votre papa était hypno. Oui. Il pratiquait ça, mais plutôt de façon discrète, on va dire. Vous voyez, un petit peu comme les rebouteux en France, un peu non officiellement. Et donc, du coup, oui, depuis toute petite, j'ai Donc vous avez vu un peu comment les choses se déroulaient. jamais été en session ou en séance avec lui, mais disons qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment de GSM, donc le téléphone, c'était le téléphone fixe à la maison, et que ses clients téléphonaient régulièrement pour le remercier, et quand il n'était pas là, on décrochait soit moi, soit ma sœur, et qu'on a déjà souvent eu affaire à des clients très contents qui remerciaient vraiment, qui étaient super heureux de ce changement que mon papa avait opéré chez eux, quoi. Ça m'a marqué, ça m'a Est-ce vraiment... qu'on parlait déjà d'hypnose régressive à l'époque? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je me souviens que c'est mon papa qui m'a initiée à la vie après la mort ou avant la vie. La vie avant la vie, donc forcément après. Parce qu'il avait eu une étude américaine, un cas où ils avaient fait des régressions sur une jeune femme. Lors de la régression, la femme commençait à prendre des attitudes d'adolescente, à avoir un phrasé d'adolescente, et puis pour finir de petite fille, jusqu'à arriver à gazoter, ne plus parler. Et puis ils ont poussé l'expérience à continuer la régression. Et alors, elle s'est remise à parler normalement comme une adulte, avec un nom tout à fait différent. Et donc je me souviens, toute petite, ça m'avait marqué. Eh oui. Cette histoire qu'il m'avait racontée. Et ce qui était très marrant, c'est que quand il est parti, il est décédé, mon papa, il ne croyait pas en quelque chose après. Après. Oui. Après, on s'est parlé. Hein, Alors, il croyait en l'avant? Non. Ben, par les expériences qu'il a pu... Non, je pense qu'il ne croyait pas en cette expérience. Je pense qu'il ne croyait pas en cette étude. C'était très bizarre. Pourtant, il pratiquait l'hypnose, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était plus le subconscient, le conscient, les inductions, etc. Je pense qu'en hypnose régressive, on va beaucoup plus loin, quoi. On touche des aspects qu'un hypnothérapeute, je veux dire, traditionnel, ne travaille pas. Alors, évidemment, il y a cette première partie dans votre enfance qui est marquante parce que le fait d'avoir un papa comme ça vous donne tout de suite une sorte d'engrammage, si je puis dire, et puis la fonction qui aujourd'hui vous permet d'être celle que vous êtes. Et puis vous dites aussi que vous avez eu cette rencontre du troisième type. Alors ça, il faut nous raconter. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre du troisième type? Parce que quand on parle de rencontre du troisième type, on entend Spielberg, hein. On entend E.T., hein. Non, c'est plutôt de l'ordre d'une sphère lumineuse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces sphères lumineuses qui sont un peu immatérielles, qui n'ont pas de forme, mais qui, par contre, on peut ressentir très très fort la conscience qui a... Voilà, j'avais 14 ans, je savais plus que je vous avais dit ça. C'est marqué. Vite, alors, j'avais environ 14 ans, et on était quatre. J'avais 3 amis avec moi et bon, tout à coup il faisait noir, c'était 2 rues parallèles et on était dans une maison et les fenêtres donnaient sur les 2 rues. Il y avait la fenêtre de la cuisine donnée sur l'arrière, la fenêtre avant, sur la fenêtre avant, le séjour. On était dans le séjour et on a vu une boule se déplacer dans la rue arrière. Mais c'était pas à hauteur de phare de voiture, c'était pas lumineur, enfin toutes ces questions un petit peu, non, ce n'était pas ça. C'était vraiment quelque chose de particulier. Et c'est pas une hallucination puisque vous êtes 4 à la voir. C'est ça. Et alors cette boule, en fait, c'est très bizarre à expliquer, mais elle avait une conscience, même de si loin, parce que là, la rue arrière, on pourrait dire quoi, entre 50 et 100 mètres. Elle avait une conscience et elle cherchait quelque chose. Et donc, on a été un petit peu paniqués, un petit peu hystériques, entre rire et la panique, là, vous voyez. Et puis, cette boule, à un moment donné, on aurait dit qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait.
Et donc, elle a disparu. Et puis, moins d'une minute après, elle est apparue à la fenêtre du séjour, où là, on était, quoi. Donc là, elle est apparue, elle était à 50 centimètres, derrière la fenêtre, mais elle était à 50 centimètres. Et donc, elle s'est présentée à la fenêtre, et on s'est regardé, elle n'avait pas Dieu, mais elle m'a vraiment regardée. Il y a vraiment quelque chose qui est passé. Alors, je ne sais pas ce qui est passé. Un enseignement ou des codes, je ne saurais pas vous dire, mais c'était très puissant. C'était très... Que vous avez ressenti physiquement, presque ? Émotionnellement. C'était dans le cœur. Pardon, le micro. C'était dans le cœur. C'était très profond. C'était vraiment indescriptible. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et alors, ce qui est très particulier, c'est que des années... Alors, j'ai su en hypnose régressive, vous savez je fais des sessions clients, mais on fait aussi des enquêtes et des explorations, on fait tout un tas d'expériences. J'ai su retrouver cette aide-là et avoir le fin mot, mais des années après, j'en ai reparlé à mes amies, ça ne les a pas marquées, en fait. Ah bon ? Alors, elles se souviennent qu'on s'était fait peur, elles se souviennent un petit peu, mais c'est comme si elles avaient eu un blackout, en fait. Okay. Voilà. Alors, deux choses. Pourquoi vous avez dit « Ah zut, je ne pensais pas vous avoir raconté ça ». Vous ne vouliez pas qu'on l'évoque ? Non, ça va, j'assume. Allez, aujourd'hui, j'assume tout. Complètement, surtout ici en plus. Vous pouvez le raconter ici, c'est pas un problème. Oui. Et alors, le fin mot de l'histoire, quel est le fin mot de l'histoire ? Quand on fait des sessions, des explos d'hypnose régressive, je fais partie d'un collectif et on a un protocole assez strict. Et une fois qu'on est mis en induction, ou que je mets, parce que c'est moi l'opératrice, souvent, mais je fais aussi la télépathe, que je mets mes collègues en induction, on les met en état modifié de conscience. Après, on sécurise tout l'environnement. Je fais tout mon protocole. Et avant de lancer le sujet, que les télépathes ne connaissent jamais, on se vérifie l'un l'autre, éthériquement. On va demander, Jessica, est-ce que tu veux bien observer Marc ? Marc, est-ce que tu veux bien observer Sophie ? Sophie, est-ce que tu veux bien... Alors vous allez dire, Sophie, son oreille est belle, puis elle a une fuite noire. Enfin voilà, on s'observe pour voir si tout est sécurisé. Et c'est là qu'on va poser des questions qui nous auront tarabiscoté pendant la nuit, qui s'est passé la semaine passée. Enfin, vous voyez, un petit peu des choses. On a ce fameux outil qui, c'est vraiment comme une boule de Madame Irma. On peut vraiment tout aller voir. Et j'ai posé la question, donc, de qui était... cette boule lumineuse. Cet être, et voilà. Et donc... voilà, c'était une partie de moi, d'une de mes incarnations, sur un autre plan de fréquence, plus lumineux. Et ça, c'est l'information que vous donne l'hypnose régressive au moment où vous la faites ? Oui, tout à fait. Et là, je suis avec plusieurs collègues qui me confirment la même chose, je veux dire. Waouh, je trouve ça hyper puissant. Donc, c'est sur un autre plan de conscience, donc on est sur une autre dimension beaucoup plus élevée. Et donc, cet être qui est une partie de moi est venu me visiter pendant mon adolescence, alors en posant la question, pourquoi tout compte fait, est-ce qu'elle n'est pas venue quand j'étais toute seule ? Justement parce que si j'avais été toute seule, je me serais dit que c'était une hallucination, que là, en public, forcément, c'était plus tangible à garder comme souvenir. Et donc voilà, c'est des espèces de balises de réveil qui viennent. Ah oui, c'est super... C'est super puissant parce que j'avais 14 ans, il faut vous rendre compte que c'est un souvenir qui ne m'a jamais quitté. Et même si on était 4, on se dit que forcément il y a quelque chose on a inventé, une part de nous qui a inventé une part de l'histoire, mais non, pas du tout, quoi. Donc voilà, c'est énormément d'émotions. C'est fantastique, oui. Parce que d'abord c'est extrêmement étonnant de voir que cette boule lumineuse arrive dans votre vie et qu'en plus de ça, elle est à 50 cm et qu'en plus de ça, elle représente une partie de vous sur un autre plan et que quelques années plus tard, vous avez la confirmation de ce que vous avez vécu et ressenti. Oui, c'est dingue. C'est assez hallucinant. Alors évidemment, l'hypnose dans votre vie, on l'a dit, rentre depuis toute petite parce qu'il y a votre papa qui était hypnote. Comment est-ce que vous commencez à vous intéresser d'abord à l'hypnose, professionnellement parlant en tant que hypnothérapeute, et d'ailleurs vous dites praticienne en hypnose régressive assistée. Comment l'hypnose entre dans votre vie professionnellement ? Et ensuite, cette thématique et cet angle bien spécifique de l'hypnose régressive assistée. Oui. Alors ça a commencé en expérimentant par moi-même. Forcément, c'est souvent le déclencheur. C'est quand on essaye quelque chose et qu'on le trouve tellement puissant, on se dit, j'ai envie de faire ça, en fait, tout compte fait.
Et c'est en faisant ma propre session d'hypnose régressive il y a 6 ans maintenant, peut-être 7, je ne saurais plus dire parce que le temps passe tellement vite. Et ça a été une révélation pour moi, ça m'a vraiment permis d'ouvrir tout un tas de portes, de fermer tout un tas de portes, de tourner tout un tas de pages, de lâcher tout un tas de blessures ancrées profondément, de mettre le doigt sur des blessures. Sur des symptômes de nos vies de tous les jours, où on se dit, tiens, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes schémas. Une seule session, merci, au revoir. C'était réglé. Et donc ça m'a vraiment donné l'envie. Alors, cette session-là, je me suis pas dit, je vais faire ça. Hein. Mais voilà, je me suis vraiment ouverte à ça. Ça interpelle. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai pas arrêté de regarder d'autres teams sur YouTube. Hein. Forcément, c'est souvent là qu'on déniche ce genre de choses, de pépites. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à écouter, à regarder de plus en plus de sessions. La première fois que j'en ai vu une, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ils sont une équipe de 3 ou de 4, là. Et il y en a, sur 4, il y en a 3 qui ferment les yeux. Ils sont là, ils vous déballent des choses comme si ils avaient la science infuse. Je me dis, et voilà, une fois qu'on connaît le principe et le fonctionnement un petit peu de la formation quantique, voilà, tout paraît tellement normal. Mais je travaillais toujours. Donc, je travaillais à temps plein à Bruxelles. Je passais 4 heures dans ma voiture tous les jours. Ce boulot, j'en voulais plus. Je l'avais accepté pour dépanner un ami qui avait vraiment besoin de quelqu'un. Je l'ai fait. Et puis, jusqu'au jour où j'ai dit, j'arrête. J'ai arrêté, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc j'ai tout lâché. J'ai dit non, ça a l'air confortable quand même. Pour me retrouver sans salaire. Et puis, mais je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Je ne savais pas que j'allais faire de l'hypnose. Hein. Je suis partie comme ça. Première semaine, on se dit, c'est les vacances, c'est génial. Ouais. Puis après, deuxième semaine, super. Troisième, il faut peut-être penser à faire un truc quand même. Quatrième, qu'est-ce que je vais faire? Cinquième, je dis, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai complètement déconné. Et puis, 6e semaine, demi-déprime quand même. Un peu, ouais. 7e, dépression convenablement. Et donc, c'était super nécessaire pour s'imprégner de qui j'étais vraiment, qui on est à l'intérieur de soi, etc. Et puis, du coup, je me suis dit, je vais faire de l'hypnose. Et puis, je me suis rappelé que mon papa en faisait. Enfin, c'est comme si j'avais oublié. Incroyable quand même que vous ayez zappé cet épisode-là. Mais j'ai jamais oublié. Mais là, c'est comme si j'avais oublié. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai pas oublié, mais ça s'est rappelé à moi comme ça. Enfin, c'était vraiment bizarre. Donc, j'ai fait hypnose ericksonienne traditionnelle. Classique. Voilà. C'était pas obligatoire, mais j'avais envie. Je faisais déjà un peu d'hypnose avec mon petit garçon. Il faisait des terreurs nocturnes. C'était très violent et très impressionnant. C'était vraiment flippant. Et j'arrivais à le mettre en état d'hypnose. En 2 minutes, j'arrivais à le calmer. Et donc, je me suis dit, sur un apprentissage que vous aviez eu où? Comme ça? Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. J'ai vu mon fils en panique et j'ai vécu quelques terreurs nocturnes, paniqué, sans savoir quoi faire. Mais un jour, je ne sais pas comment ça se fait, ça m'est venu et j'ai eu un phrasé, j'ai réussi à dire ce que je devais dire avec un rythme et un ton hypnotisant et pouf, en 2 minutes. Et là, vraiment, ça m'a interpellée. Puis je me suis dit, oui. Si ça marche sur lui, ça peut marcher évidemment faire sur ça. Et puis alors, il fallait que je fasse une formation pour me légitimer. Et puis c'est pas parce que j'endormais mon fils comme ça que ça y est, j'étais compétente. Hein. Donc il fallait vraiment que je me forme. Donc je me suis formée ça en Belgique, à l'hypnose ericksonienne. Et alors, j'ai un petit peu pratiqué sur des amis pour essayer la cigarette, etc. Mais l'hypnose régressive m'a vraiment appelée, quoi. J'ai vraiment tout de suite su que c'était ça que je voulais faire. Je voulais pas faire des hypnoses traditionnelles, hypnose de bien-être, comme on dit. Obésité ou addiction. Ah oui. Je voulais pas faire tout ça. Je voulais vraiment faire des blessures profondes. Et donc, voilà. Et là, alors, j'ai commencé l'aventure. Et donc, il y a un cursus spécifique pour apprendre l'hypnose régressive? J'ai suivi un cursus spécifique. Maintenant, c'est pas le cursus. Oui, bien sûr, il n'y a pas de formation officielle. Mais il y a énormément de formations sur Internet qui sont données par tout le monde et n'importe qui. Et la formation, c'est tout et n'importe quoi. La formation que j'ai faite, je l'ai faite avec Mathieu Monade,
qui est quand même assez respecté dans le domaine. C'est un des pionniers en France, en tout cas en hypnose régressive assistée. Et lui, il a monté tout un collectif parce que lui-même avait suivi des formations à 2 francs et qu'il n'avait pas du tout été content et qu'en plus le formateur leur interdisait de se contacter entre eux, mais ce qui était complètement absurde. Et donc, lui, il a créé vraiment son collectif, etc. Et alors, voilà, on fait partie d'une grande famille et on est tout le temps ensemble, on est en visio, hein, mais on est tout le temps en état de conscience modifié pour finir, ou presque je suis en état de conscience modifié quasiment à la demande, quoi. Donc c'est vraiment une petite famille, c'est vraiment super, quoi. Alors cette hypnose régressive, on dit que tous les bons thérapeutes s'exercent d'abord sur eux, ou en tout cas exercent la pratique sur eux au travers d'autres confrères ou consoeurs. Qu'est-ce que l'hypnose régressive a révélé de vous, de vos vies, de ce qui se... Énormément de choses. On va commencer par ma vie ici. Ça met l'ego à plein. Hein. Je veux dire, ça remet tout à zéro, quoi. Là où on avait, je veux dire, des blessures profondes dues à l'ego, et je pense notamment à la susceptibilité, la culpabilité, tout ça s'est remis à plat, quoi. Enfin, je veux dire, vous, moi, au Bouddha, on est les mêmes. Hein. Vraiment, je n'ai plus peur maintenant d'assumer qui je suis. Tout ça, ça m'a donné énormément confiance en moi. C'est un peu, c'est un peu comme un coming out, hein, ça. D'assumer qui... maintenant, voilà, moi, j'assume toute cette spiritualité autour de moi. Donc ça, c'est vraiment... ce qui était impensable avant la maîtrise de l'hypnose. Pas complètement. Moi, maintenant, j'ai une chaîne YouTube. On m'a presque demandé, mes parties supérieures, de le faire. Jamais j'aurais osé me mettre à la caméra avec mon accent à couper au couteau et mes tics de langage. Je me contiens, là, en temps normal. Vous voyez le E E-U-H, oui, c'est ce que vous avez mis. C'est quelque chose que je pourrais dire 20 fois par minute. Hein, normalement. Oui, là, ça va. Je suis étonnée. Je suis accompagnée aujourd'hui. C'est bien. Donc ça m'a vraiment aidé à passer ce cap-là, quoi. De dire... Donc, l'ego out. C'est ça. OK. Oui. Et parce que quand on a tendance à parler d'hypnose régressive, évidemment, on parle hypnose régressive égale vie antérieure. Donc, j'ai vécu, j'ai été, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, il faut relativiser. Parce que j'ai été... on pourrait tous se prendre pour Napoléon. C'est ça, ils ont tous été... une déesse. Oui, bien sûr. Dans l'Égypte antique, oui. Mais c'est vrai. Oh, pardon. C'est vrai. Mais il faut se détacher de ça. Enfin, je veux dire, on a peut-être été, mais on n'est plus. Hein. Enfin, ça reste gravé dans nos mémoires, dans certaines de nos capacités, dans nos préférences. Mais on n'est plus cette personne-là. Moi, aujourd'hui, je suis Jessica. Je vais dire... mais ça m'a aidé à conscientiser des blessures qui se répètent de génération en génération, surtout dans le transgénérationnel. Est-ce que c'est ça l'objectif numéro 1 de l'hypnose régressive ? C'est justement aller rechercher ces failles, ces blessures, pour qu'on ne répète pas et qu'on n'ait pas ces schémas répétitifs dans cette vie terrestre. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 grilles de lecture. Si on a une grille individuelle, oui, c'est ça le but. Mais si on a une grille qui est plus collective... le but, je pense que c'est vraiment l'éveil des consciences, quoi. C'est vraiment participer, parce que celui qui ne s'est pas révélé à lui-même ne peut pas avoir une augmentation de conscience et peut pas réveiller son voisin. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, je crois qu'on peut plus se mentir. On est vraiment arrivé à un tournant de l'humanité où tout va vraiment changer, tout change, et très très vite, et dans le bon sens. Et moi, mon leitmotiv numéro 1, c'est que tout le monde puisse s'éveiller enfin, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube, que je publie les explos qu'on fait ensemble. Je publie aussi quelques sessions clients. C'est pour donner, parce que c'est comme ça que moi je l'ai découvert. Alors ce serait stupide de pas le publier à mon tour. Et c'est pour qu'on puisse Alors, chacun... Expliquez-nous quand même, qu'est-ce qu'a révélé l'hypnose régressive chez vous, à part mettre de côté l'ego ? Libérer l'art transgénérationnel. J'avais par exemple des blessures d'abondance, un problème d'abondance. Abondance sur plusieurs tableaux.
Abondance dans l'amitié, abondance en amour, abondance financière. Tout ça, vous manquiez de ça? Oui. Et de synchronicité en synchronicité, c'est incroyable. Comme ça vient se mettre petit à petit sur votre route, des petits cailloux qu'on trouve, se dire, un caillou, un autre caillou, et ça vous mène tout doucement vers la bonne voie de votre partie supérieure qui vient, comme ça, tout doucement, vous donner des indices. Et moi, c'était avec j'ai grandi en zone inondable. Donc chez nous, pas de souvenirs, pas de photos, pas de doudou, Tout ça était pas d'affaires d'école, rien du tout. parti avec les inondations? Voilà, et on a été multi-inondés au fil des ans. Moi, je suis pas une famille, on a beaucoup de souvenirs matériels. Et mon papa étant décédé, j'ai quelques affaires à lui à la maison, dans des caisses que je n'ai jamais encore ouvertes. Et puis, il y a une brocante dans mon jardin, dans mon village. Et je me dis, tiens, je vais ouvrir ce carton, il est temps, etc. Et je retrouve dans un des cartons le carnet de mariage de mon arrière-grand-père. C'était improbable. C'est un objet qui avait 150 ans. C'était improbable que je retrouve ce carnet. Et c'était tellement improbable que je m'y suis intéressée vraiment très, très fort. Enfin, je veux dire, c'était vraiment... En plus, à l'arrière du carnet, il y avait toutes les adresses où il avait habité. Il a déménagé 42 fois dans la même rue. Mais tout ce carnet, c'était vraiment quelque chose. Et j'avais souvenir d'une histoire de famille que mon père m'avait racontée. Et j'avais jamais su si elle était vraie ou si, vous voyez, une histoire édulcorée qu'on raconte aux enfants. Mais que mon arrière-grand-père était immensément riche, mais de façon indécente. Il habitait les îles de la Frise, au nord de la Hollande. Il avait 99 maisons, des manoirs, des châteaux, et on ne peut pas en avoir plus pour pas être plus riche que le roi ou la reine. Voilà, c'est tout ce que je savais. Son fils, mon arrière-grand-père du carnet de mariage, s'est marié à une roturière, donc ils avaient un nom de famille avec une particule. Il s'est marié à une roturière. Donc son père lui a dit, si tu te maries, je te déshérite. Il s'est marié. Donc, il a choisi l'amour à l'argent. Donc mon père... A choisi l'amour à l'argent? Non, ni l'amour, ni l'argent. Ok. Parce que inconsciemment, c'était inscrit dans son ADN. S'il choisissait l'amour, il perdait l'argent. De toute façon, l'argent, il ne l'aurait pas eu parce que il y avait des héritages. Donc ma grand-mère, pareil, vous voyez, et moi, pareil. Et donc j'étais amenée petit à petit à aller voir mon arrière-grand-père. C'était hyper émouvant. Il était sur une espèce de trône avec toutes ses richesses autour de lui. Il avait des bijoux partout, il avait de l'or partout, mais symbolique, c'est éthérique, hein, d'accord? Et il était là assis sur son trône, et il s'en voulait énormément. Il savait pourquoi j'étais là, et il s'en voulait énormément. Et donc on a mené toute la session, on a convoqué mon arrière-grand-père, on a convoqué mon père, ma grand-mère, on a convoqué tout l'arbre, et tout le monde s'est excusé, tout le monde s'est pardonné, et j'ai retrouvé mon affiliation. Vous voyez, donc au-delà du problème de l'abondance, c'est comme si moi, j'avais pas de racines et je ne pouvais pas être ancrée convenablement. Et donc, on s'est tous fait des bisous éthériques, vous voyez. On a tous ressoudé. Et maintenant, en fait, voilà, ça va beaucoup mieux. Incroyable, ça c'est une histoire incroyable. Il faut l'écrire. Oui. Il faut la raconter. C'est en cours. Oui, évidemment. Non, mais ça, c'est absolument fantastique. Alors, aujourd'hui... qui accompagnez-vous? Qui sont ces gens? Ils savent, en tout cas ceux qui décident de se faire suivre, entre guillemets, ou de pratiquer une séance avec vous, ils savent que l'idée, c'est d'aller effectivement rechercher ce qu'il est susceptible d'aller rechercher dans son passé. Oui. La plupart du temps, oui, parce que bien souvent, ils me suivent sur YouTube, donc la plupart sont au courant. Quand je reçois une demande, je demande toujours « Bonjour, merci de votre demande. Connaissez-vous ce type d'hypnose ?» J'explique. En général, la personne va me dire oui, non. En fonction, j'y vais en douceur. Hein, Ça veut dire qu'il faut être prêt à faire une séance comme ça? Parce qu'elle peut être révélatrice de certaines choses qu'on n'imagine pas? Alors oui et non. Alors déjà, je pars du principe, c'est même pas un principe, je suis profondément persuadée, c'est même plus, je sais que c'est comme ça, c'est que... la personne qui vient me trouver, elle le fait pour une bonne raison. Enfin, je veux dire, on va pas atterrir chez moi pour arrêter de fumer. Enfin, je veux dire,
la partie supérieure de la personne va mener la personne à moi. Donc si on me contacte, c'est pas par hasard. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis on ne risque pas d'aller voir quelque chose de tendancieux ou de trop lourd à supporter, parce que on s'adresse directement à la partie supérieure de la personne. Bien souvent, c'est la partie supérieure qui a fait appel à nous. Vous voyez, en chuchotant comme ça. Prends rendez-vous. Voilà. Donc, je veux dire, elle sait déjà ce qui ne va pas et ce qui cloche chez sa partie incarnée. Et donc, elle va montrer ce qui est prêt à être montré. J'ai eu des cas plus délicats où il y a de l'inceste, etc. Mais la personne qui vient me voir, elle est déjà au courant. Elle est déjà au courant. Ouais. Elle a des vagues souvenirs, si ça s'est passé dans sa petite enfance, etc. Elle a des vagues souvenirs. On va les voir, parce que c'est pour ça un petit peu qu'elle vient me voir. Et c'est sûr, c'est pas évident, mais en tout cas, une fois qu'on a été voir, la personne est vraiment, allez, voilà, c'est vu, c'est fait. Maintenant, on lâche tout, on tourne la page. Une fois que vous avez identifié la problématique éventuellement du schéma répétitif, comment est-ce que vous intervenez pour qu'on cesse définitivement ce schéma répétitif ? Alors ça va un petit peu dépendre si c'est un schéma répétitif karmique ou transgénérationnel. Des fois les deux sont liés. Des fois on a une ligne de vie comme ceci, puis on a une ligne de vie transgénérationnelle. Et les deux sont vraiment comme un engrenage, elles sont très liées. C'est très complexe, c'est très facile et très complexe à comprendre comment les choses sont imbriquées, c'est vraiment spécial. Et des fois, c'est sur les deux axes. Et donc, si c'est karmique, je vais remonter à l'origine. C'est le point de causalité qui fait toute la différence. C'est lui qui est vraiment important. Donc, on va remonter de vie en vie. On va remonter à votre vie précédente. Là, il y avait déjà un traumatisme là. Mais alors, si c'est pas là, montre-moi d'où ça vient. Ça vient, moi, Moyen-Âge. Mais je sens que c'est pas là. Montre-moi d'où ça... Et on remonte comme ça jusqu'au point de causalité. Il faut savoir que dans 90% des cas, 90% des cas, il y a interférence qui vient. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler, même ceux qui nous suivent, ils savent ce que c'est, mais en général, il y a interférence. Donc on s'adresse à l'interférence. On fait reprendre la souveraineté à la personne. On la fait agir. Donc c'est moi l'opératrice, mais j'agis avec la partie supérieure du client. Et c'est la partie supérieure qui va opérer, reprendre toute la souveraineté, etc. Aussi bizarre que ça puisse paraître, dans l'éthérique, quand on exige, on exige. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Je veux dire, vous pouvez dire dans la rue, ici à Paris, rends-moi mon sac, mon avis, on peut courir après lui, quoi. On peut attendre longtemps. Hein mais dans l'éthérique, je ne sais par quel truchement, dans l'éthérique, ça fonctionne très 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 bien, quoi. Et je vais même dire qu'après, ils font pas les malins, quoi. Ils se retrouvent tout petits et donc bien souvent, ils se montrent d'une façon grand, fort, etc. Et c'est comme si on devenait Merlin l'Enchanteur. En fait, moi, je peux le mettre tout petit, tout nu, et le zizi à l'air, si je veux. Et alors, ils ont l'air bêtes. Enfin, c'est vraiment spécial. On agit comme ça et ça fonctionne super bien. Donc, en général, on fige, on met sous cloche. Donc, l'entité ne peut plus rien faire. Et on enlève tout dispositif, tout implant, tout contrat, tout... Enfin, voilà, j'ai tous des protocoles à suivre avec tout mon phrasé. Voilà. Transgénérationnel, c'est différent. Je convoque tout l'arbre généalogique. En général, il apparaît au télépathe très penché, avec le côté masculin ou féminin, qui déséquilibre totalement l'arbre. Imaginons, c'est des histoires d'attouchement transmis par le côté paternel. Tout l'arbre est complètement penché. Je convoque tout le monde. On explique tout un tas de choses. Les parties s'envolent. On se réconcilie, on se prend dans les bras, l'arbre se redresse, on libère. Oh, c'est super beau. Le client pleure, mais de joie. Tout l'arbre pleure aussi. Puis tout est libéré et c'est magnifique. Puis après, je fais des soins. Enfin voilà, tout. La séance dure quand même 1h30, 2 heures, des fois 2h30 quand c'est long. Vous dites, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais je ressens l'élan sincère d'accompagner celles et ceux qui souhaitent se reconnecter à leur essence, au-delà des conditionnements. Oui. Il n'y a pas de magie, en fait, dans l'histoire. Il y a simplement un accompagnement avec une
Vous êtes le pont entre... Oui, puis je pense qu'il faut qu'on se souvienne qui on est profondément. Il y a cette phrase-là, je suis sûre qu'on vous l'a déjà dit. On est plutôt des êtres désincarnés qui venons faire une expérience. On est autre chose à la base. Des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre. Spirituelle. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais dit à mon papa, je crois que j'avais 5 ans, et j'avais dit à mon papa, on vit dans la bille, quoi. Or, il rigolait. Mais dans nos enquêtes et nos explorations, on n'est pas si loin de cette vérité-là, de cette idée-là. Hein. Ouais. J'ai pas de doute sur tout ce que l'hypnose régressive assistée permet. Je trouve ça absolument fascinant de voir à quel point on peut solutionner des situations, que rien n'est figé, qu'on peut évidemment cheminer d'une manière différente, éviter ces fameux schémas répétitifs. Combien de fois on entend des gens dire « et je ne comprends pas, ça m'a pas servi de leçon, et c'est toujours la même chose, et ça se termine toujours de cette manière-là, et ceci, et ceci, et cela ». Donc c'est évidemment très intéressant, les libérations karmiques, le transgénérationnel, le contact avec les défunts. Juste en 30 secondes, vous racontez dans la préparation de l'émission, vous dites une période de votre vie, vous êtes en voiture, et vous dites c'est incroyable parce que je me retrouve avec des dizaines de défunts dans ma voiture. Oui, c'était dingue. À 8h du matin, je devais m'arrêter sur une aire d'autoroute pour faire une micro-sieste parce que j'étais complètement, littéralement vidée. Même tenir mon volant, je ne pouvais plus. Vidée comme une pile, là. Vous voyez le petit lapin là, qui fait comme ça. Vidée. Net. Et donc, du coup, quand vous vous reconnectez, ben, vous devenez un phare dans la nuit qui clignote en fluo, avec des gyrophares dans tous les sens. Et donc, du coup, ben, les défunts errants qui sont bloqués entre deux ponts, je veux dire, ben, ils se disent oh, alléluia, là. Et donc, je les prenais littéralement en stop dans ma voiture, quoi. En plus, 2 heures de route, moi, entre mon petit village en pleine campagne et l'autoroute, je passais déjà devant 10 cimetières, peut-être, plus cette autoroute hyper accidentogène avant d'arriver sur mon lieu de travail. Ben, je ne passais que sur des lieux de mort ou d'accidentés, ou d'accidents graves, etc. Mais voilà, c'était le tout début, je ne savais pas, moi, ce qui m'arrivait. Là, après, j'ai compris, le franc est tombé. Encore une fois, de synchronicité en synchronicité, quoi. Et ça, ben, on fait des contacts défunts en session, exactement comme si je faisais une session client. Ouais. Et au lieu de se connecter à votre partie supérieure, par exemple, on va aller connecter un défunt. Ça fonctionne très, très bien. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet échange ? C'est la question que je pose à tout le monde. L'éveil des consciences, l'ouverture du cœur, la bienveillance. C'est surtout ça. La bienveillance, je pense, entre chacun. Et le champ des possibles. Oui, ça. Ouvert comme une autoroute. Le champ des possibles. Ouvert Votre méthode permet ça. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, je travaille sur un projet de formation. Et donc, à terme, j'aimerais proposer des formations en hypnose traditionnelles et puis alors régressives. Parce que, comme je vous dis, moi, à force, en fait, je suis tout le temps en état modifié de conscience. Donc maintenant, je pose une question, j'ai des réponses très, très facilement. Hein. Schématiquement, je demande à gauche ou à droite, mais je sais tout de suite si c'est à gauche ou à droite. Enfin, je veux dire, et je pense que c'est là qu'on doit aller. On est dans un tournant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où vraiment on tourne une page, on change de paradigme totalement, et il faut qu'on retrouve ces capacités innées en nous. Et donc, c'est l'ouverture des consciences, l'ouverture du cœur, voilà. Et c'est pour ça que je vais proposer bientôt des formations pour que tout le monde puisse. Et on mettra évidemment le lien en dessous de la vidéo, dans le lien actualité. Regardez bien, juste en dessous de cette vidéo. Vous verrez toute l'actualité, les formations et l'accompagnement que vous propose Jessica. On peut faire à distance ? Oui, ce n'est que à distance. Que à distance ? Oui. Sauf si on vient chez vous, en Belgique. Non, c'est à distance. Tout est à distance. Oui, tout est à distance parce qu'on est appareillé, etc. Okay. Et que moi, par exemple, ma collègue est française et donc elle ne va pas venir chez moi. Oui, non, tout est à distance. Tout est à distance. Après, je veux dire, je commence ma phrase par après, puis je vais dire avant. Avant chaque session, j'ai un contact relativement rapproché avec le client. On se téléphone pendant plus d'1 heure. Moi, j'appelle toujours en FaceTime parce que je trouve que c'est vraiment très important de mettre un visage sur une voix, etc. Et bien souvent, j'ai jamais un client qui n'a pas fini en disant oh, on se tutoie là maintenant parce que il y a vraiment un vrai rapprochement de cœur à cœur qui se fait. C'est vraiment
Je ne regretterai pour rien au monde cette démission. Le futur s'en souviendra. Quelle Ouais. jolie phrase. Oui. J'adore cette phrase. C'est vrai. Là, oui, vraiment, le futur s'en souviendra. Quand Je vous trouve que m'avez c'est- dit d'écrire et que je vous ai dit c'était en cours, c'est le titre. Eh ben, je trouve que c'est une très belle phrase. C'est même un... C'est presque le titre d'un film ou d'un Ah. documentaire ou de quelque chose comme ça. C'est vrai. C'est jamais. En tout cas, merci beaucoup Jessica. On Merci met autour aussi. de la vidéo tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec Jessica à distance également. Et on a très très envie, ça donne vraiment envie d'explorer, d'aller plus en profondeur pour voir un petit peu dans ce transgénérationnel Mhm. ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, les schémas C'est que l'on passionnant. peut... Ouais, c'est passionnant, j'en suis sûr. Ouais. Et ce qui est le plus passionnant, c'est le recoupement Mm. de hasard, on dit, le hasard. C'est bien que ça n'existe pas, mais c'est une fois qu'on enclenche la machine, ce qui est le plus impressionnant, c'est toutes ces synchronicités, ces recoupements de hasard. C'est magnifique, voilà. C'est passionnant. Merci beaucoup Jessica. Merci à vous. Prenez soin de vous, bon retour en Belgique. Et puis, vous n'hésitez pas à commenter avec bienveillance comme toujours. Et vous n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec tous les liens autour de cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.